Dans un quart d'heure environ, l'émission La pensée et les hommes nous présentera son billet d'information laïque, un billet qui sera consacré à la violence. La violence, hélas, on en parlera certainement dans JT2, qui nous sera présenté par Alain Destrel dans quelques instants, après les résultats du tirage de la loterie nationale. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Vous avez passé une partie de la soirée avec Sim dans l'émission de Jeux de l'été et Grains de sable. Eh bien, je vous propose Sim à la fin de ce journal qui nous parlera de son livre Pour l'humour de Dieu. Mais tout d'abord, malheureusement, des événements beaucoup plus tragiques. Je veux parler bien entendu des suites du drame du Heysel. La commission de l'intérieur de la Chambre se réunira demain matin. Le ministre de l'Intérieur, M. Nothomb, y présentera les différents rapports des services de sécurité. On devrait savoir alors si tout a été vraiment mis en œuvre du côté des forces de l'ordre pour éviter les incidents. Si vous avez vu les images de ce qui s'est passé au Heysel, vous aurez certainement remarqué, tant du côté britannique qu'italien, la présence de jeunes gens masqués. C'était les plus agressifs. Ce sont eux, les véritables hooligans, sortes de casseurs professionnels qui bien souvent sont d'extrême droite. Je vous propose sur ce point de voir ou de revoir ce document affligeant qui nous a été envoyé par nos confrères français. Cela se passait hier au cours de la demi-finale de la Coupe de France qui opposait au Parc des Princes à Paris le club Paris Saint-Germain à celui de Toulouse. Ce document nous montre quelques réactions du noyau dur des supporters de Paris Saint-Germain qui se disent eux-mêmes d'extrême droite et qui sont d'ailleurs des partisans de M. Le Pen. Il y a une pancarte là sous nous, comme à Liverpool. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous on a raison, on est hooligans. Vous êtes hooligan, ça veut dire quoi être hooligan? On est nationalistes. On est pour la France aux Français. Bon, pour la France aux Français, là, il y a un match Paris contre Toulouse. Qu'est-ce que ça veut dire de crier à mort Toulouse? Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est la haine. Nous on en a marre, nous. La société nous rejette tout ça et nous on vient au Parc des Princes pour tout casser. Et moi j'étais à Toulouse, ils nous ont cherché. Et pourquoi est-ce au Parc des Princes et dans le football que vous voulez tout casser? C'est obligé qu'il y a de la violence. Oui, mais pourquoi est-ce ici au football et au Parc des Car Princes? sinon on peut se défouler, on peut tout faire. On est chez nous. Mais alors, vous le faites pas, vous le faites pas dans la rue, mais vous venez le faire au parc. Ouais, au Parc des Princes, on peut s'exprimer au moins là-bas. Dans la rue, moi aussi. Alors, Pas dans la rue sur les Ici, j'ai vu une pancarte. C'est vous qui avez amené cette pancarte, comme à Bruxelles, ou je sais pas quoi. Ouais, j'y étais à Bruxelles. Vous étiez à Bruxelles. J'étais avec les Anglais, je cherchais avec les Anglais. Moi aussi j'étais. Alors, c'est-à-dire que vous avez participé à ce qui s'est passé au Charles. Et à la limite, vous êtes content de ce qui s'est passé. Avec plaisir. C'est-à-dire Sauf les gosses. C'est ça, c'est les gosses. Ils n'ont rien à voir les personnes. Comme les personnes âgées, ils n'ont rien à voir. C'est ça qu'on regrette le plus, c'est les gosses. On regrette ça. De la provocation, sans doute, dans ces propos de voyous, mais le fond y est sûrement. En Allemagne fédérale également, l'extrême droite infiltre les groupes de supporters. Un tribunal de Dortmund vient de condamner à 1 an de prison ferme le leader d'un groupe de supporters néo-nazis, Siegfried Borchardt, mieux connu dans le milieu sous le nom de SS Sigi. Cet individu et ses camarades sont des supporters du Borussia de Dortmund et font partie d'un mouvement de jeunesse néo-nazi, les Vikings. Ils ont emprunté aux nazis une bonne part de leur liturgie, salut, insigne, etc. SS Sigi avait entraîné ses amis à des violences après un match de football il y a 2 ans. Il s'en était pris à des immigrés turcs dont plusieurs avaient été blessés. Les camarades de SS Sigi ont quitté le tribunal en faisant le salut hitlérien et en traitant les magistrats de porcs.
Mais revenons plus précisément à ce qui s'est passé mercredi dernier au Ezel. Une quinzaine de blessés italiens qui étaient hospitalisés à Bruxelles ont été rapatriés aujourd'hui en Italie. En Italie, où vous le savez, certains parents des victimes sont scandalisés de l'état dans lequel on leur a rendu les corps de leurs proches, d'autant plus que des erreurs ont été commises lors de la mise en bière à Bruxelles. Il y a eu des confusions dans les identités des cadavres. Mais vous allez l'entendre, les blessés ne se plaignent pas de la manière dont ils ont été soignés. Nicole Brichet. C'est dans la plus grande discrétion, à la demande des autorités italiennes, que 19 blessés, dont certains gravement atteints, ont embarqué ce matin à Bruxelles Nationale pour Milan avec l'aide d'Europe Assistance. L'accueil des familles des victimes, le rapatriement des blessés a été réalisé à Bruxelles par un service d'accueil organisé par des fonctionnaires de la CEE en lien avec le consulat d'Italie. Il reste aujourd'hui à Bruxelles une quinzaine de blessés qui seront rapatriés au fur et à mesure de l'évolution de leur état par les lignes civiles italiennes, et il y a un disparu. Que nous recherchons depuis maintenant une semaine. Il s'appelle Marco Manfredi, 40 ans. Toutes les démarches ont été entreprises. Nous voulons espérer qu'il soit vivant, qu'on puisse très très vite le retrouver parce que la famille en Italie l'attend. Quel est votre bilan du service après l'accident, du service d'accueil et de soins aux malades? Mon bilan est très très positif. On a installé cette permanence d'accueil dans les locaux de l'aéroport. On a trouvé une très très grande collaboration dans le service de l'aéroport avec la Croix-Rouge. On nous a permis de nous installer dans les locaux du service du protocole, ce qui nous a facilité énormément la tâche à un moment où il y avait un accueil très pénible à faire avec les parents de morts, les parents des blessés, et on a quand même pu très bien s'en sortir grâce à cette collaboration. On a eu aussi une très grande mobilisation de la part des communautés européennes, et je crois qu'il y a eu là quelque chose comme un réflexe communautaire de solidarité très concret. L'avion est arrivé en fin de matinée à Milan, où un dispositif spécial de répartition des blessés par avion et par ambulance avait été mis en place. Ils sont en effet originaires de toutes les régions de l'Italie. À la suite de la tragédie du Ezel, un geste de l'Union européenne de football, l'UEFA, annonce qu'elle libère un fonds de secours de 12,5 millions de francs belges comme contribution spontanée au soulagement des besoins des premières nécessités. Les parents des victimes recevront donc sans délai une contribution en guise de secours de première urgence. Tout autre chose, la suite de l'enquête sur les CCC, à la suite de l'arrestation de dimanche soir à Éverlé. Ces personnes, vous le savez, avaient été arrêtées alors qu'elles déterraient une mitraillette et des munitions près d'un parking de l'autoroute Bruxelles-Liège. Aujourd'hui, les gendarmes ont ratissé un certain nombre de parkings d'autoroute de la province du Brabant en essayant de trouver de nouvelles caches d'armes, mais la chasse semble avoir été infructueuse. Les enquêteurs se montrent toujours très discrets à propos des arrestations effectuées dimanche. Aucun lien n'est encore annoncé officiellement entre ces arrestations et les cellules communistes combattantes. On parle beaucoup des prix aujourd'hui en Belgique. Dès demain, baisse de l'essence super et normale, moins 60 centimes dans les deux cas. Baisse également du prix maximum du beurre qui passe à 145 francs le kilo. En revanche, 50 centimes d'augmentation pour le litre de lait. Mais plus important sans doute pour le futur, c'est aujourd'hui qu'entre en vigueur la nouvelle réglementation des prix. Pour les entreprises qui font moins de 20 millions de chiffres d'affaires, plus aucune réglementation. Cela concerne une série d'indépendants dont le prix des produits ou des prestations a été réglementé. Par exemple, les coiffeurs ou bien les boulangers qui pourront maintenant augmenter ou diminuer le prix du pain qu'ils fabriquent. La fraude de vêtements entre la France et la Belgique, le juge d'instruction de Gemep a remis en liberté tous les prévenus, à l'exception d'Eddy Hamelink, le patron de la firme de transport qui est inculpé de fraude fiscale. D'autre part, 4 douaniers de Bruxelles sont appréhendés pour corruption et un directeur d'agence en douane est arrêté également. Chaque mois, il offrait une somme d'argent à ses douaniers pour faciliter sa tâche. Mais cette affaire n'a rien à voir, semble-t-il, avec celle de Riscontou. Un succès pour la Belgique. Notre pays vient d'être élu à une très forte majorité, 45 voix sur 53, membre pour 3 ans de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Mais notre diplomatie, en revanche, a aussi ses oranges pourries. Un diplomate belge a été arrêté à New York pour avoir introduit aux États-Unis 10 kilos d'héroïne par la valise diplomatique. Ce diplomate était chancelier à l'ambassade à New Delhi. Il importait la drogue de l'Inde et avec lui ont été arrêtés 2 ressortissants indiens. La drogue se trouvait dans des sachets diplomatiques portant le sceau du gouvernement belge.
Étranger, des incidents très violents en France, à Ivry, dans la banlieue parisienne, entre militants du syndicat communiste CGT et forces de l'ordre. À la fin du mois dernier, la police avait chassé les ouvriers qui occupaient l'usine SKF, une usine suédoise qui fabrique des roulements à billes et qui est menacée de fermeture. Les ouvriers occupaient l'usine depuis plus d'1 an et demi et aujourd'hui, ils ont littéralement repris l'usine d'assaut. Elisabeth Burdeau. Quand les caméras arrivent, les militants de la CGT ont déjà réussi à reprendre au CRS l'usine de la multinationale suédoise SKF qu'ils avaient investie le 28 mai. La bataille a duré 3 heures. Les assaillants, depuis le toit de l'usine, arrosent les policiers de boulons, de roulements à billes. Les policiers répliquent à coups de grenades lacrymogènes. Les combats se déroulent aussi dans la rue. Chaque camp a reçu des renforts. Il y aura une 40aine de blessés, dont plusieurs grièvement. Vers midi, la police réussit à évacuer les manifestants et le calme revient. Plusieurs milliers de personnes ont alors manifesté dans Ivry. À leur tête, 2 dirigeants nationaux de la CGT. Le Parti communiste français a fait de l'affaire SKF un enjeu politique. Il accuse le gouvernement socialiste de privilégier les intérêts des multinationales au détriment de l'emploi des Français. Les socialistes répondent que la décision de fermer l'usine a été prise par le communiste Jack Ralite lorsqu'il était ministre de l'Emploi. Oui, une petite précision peut-être, ce n'est peut-être pas le ministre Jack Ralite qui a pris personnellement la décision de fermer l'usine, mais ça s'est fait lorsqu'il était ministre de l'Emploi. En Espagne, le Premier ministre socialiste Felipe González va lui aussi mener une politique de rigueur, donc prendre des mesures qui heurtent les syndicats, par exemple une réduction des pensions, d'où grandes manifestations antigouvernementales dans différentes villes du pays. Le Front commun syndical UGT, socialiste et communiste des commissions ouvrières, comptait bien mobiliser 1 million de manifestants dans une 40aine de villes. Il déplore n'en avoir réuni que 600 000, mais selon la police, 200 000 Espagnols seulement ont répondu à son appel. Ces manifestations sont cependant un clair avertissement à Felipe González. À Madrid, Barcelone, Séville, Bilbao, Valence, il s'exprimait par un même slogan « Felipe, n'oublie pas les ouvriers ». Le gouvernement attend cependant à présent, sans trop d'appréhension, la grève générale annoncée pour le 20 juin. Le roi a remis aujourd'hui le prix Franqui 1985. Le prix Franqui, c'est un peu le prix Nobel belge. Il l'a remis au professeur Amand Lucas des facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur. Amand Lucas est professeur de physique. Il a beaucoup contribué à l'avancement des connaissances en physique des solides, une matière qui forme aujourd'hui une base des technologies de pointe. Et nous allons terminer ce journal sur un mode de détente avec Sim, le fantaisiste que vous connaissez bien. Sim devient écrivain. Après son premier livre « Elle est chouette ma gueule », qui est autobiographique, voilà qu'il se lance dans le roman. Le roman critique, le roman humoristique, bien sûr, dans Pour l'humour de Dieu, publié chez Flammarion, Sim imagine, avec l'esprit qu'on lui connaît, son dernier voyage dans l'au-delà. Comment je le vois, l'au-delà? Bon, évidemment, je ne peux pas vous donner des preuves formelles, mais je crois qu'on ne va pas s'y ennuyer, bien sûr. Ça serait malheureux qu'on s'ennuie, notamment au paradis, parce que je pense que si Dieu a tout inventé, pourquoi n'aurait-il pas inventé l'humour? Alors moi, j'ai imaginé que on ne s'ennuiera pas là-haut, et puis que c'est vraiment un peu, si vous voulez, la terre, ce qu'on a connu ici, mais ce coup-là, sans défaut. Dans votre roman, est-ce que vous n'en profitez pas aussi pour régler quelques comptes? Avec des vieilles images, oui. Avec personne de vivant, bien sûr, parce que moi, je n'ai que des ennemis, que des lapsus lingués. Je n'ai jamais tapé sur qui que ce soit. Moi, je pratique plutôt l'autorisation d'avoir de l'autodérision. Parce que comme ça, je suis sûr de ne pas me faire un procès. Donc, bon, les comptes que j'ai à régler, c'est surtout avec la bêtise, la méchanceté, la cruauté, l'imbécilité humaine, bien sûr. Mais ça n'est pas le propos de mon livre, parce que c'est surtout le rire. C'est un roman comique, la scène ne vous suffit pas? L'un ne va pas sans l'autre, je trouve. Moi, vous savez, j'écris mes sketchs depuis fort longtemps. Je ne suis pas un boulimique du succès, c'est pas ça. Mais j'ai quand même eu raison d'écrire mon premier bouquin, puisque ça a tiré à 750 000 exemplaires. Et bravo, merci de l'avoir lu. Et je trouve qu'on a de plus en plus besoin de rire. Alors, si je peux faire rire avec la plume, je trouve qu'en plus, c'est bien.
Et c'est quand même deux démarches tout à fait différentes. La scène, vous avez besoin du public, le roman, vous y isolez, et puis alors on verra. Oui, ben justement, c'est très bien. C'est très bien de pouvoir diversifier. Je vois pas pourquoi je me cantonnerais uniquement dans une discipline. Non, non, c'est bien de quitter un peu les couloirs dans lesquels on est pris. C'est plus difficile que d'écrire un roman qu'un livre autobiographique. Non, c'est pas plus difficile, c'est autre chose. Mais avec un livre, on peut dire beaucoup plus de choses que sur la scène. La scène, c'est quoi? C'est un contrat pour le rire que j'ai signé avec vous pendant 1 heure, pendant un spectacle. Mais un bouquin comme celui-là, comme Pour l'humour de Dieu, par exemple, qui fait 340 pages, j'ai le temps de vous raconter plein de choses qu'en scène, je ne pourrais pas vous dire. Vous avez encore beaucoup de choses à raconter que vous écrirez? Mon Dieu, oui, le restant de ma vie, mes pauvres enfants. Elle est chouette, ma gueule, ce n'était qu'un début. Et Pour l'humour de Dieu, c'est une sorte de continuation dans l'imaginaire. Et après, je referai un autre bouquin sur ce qui m'est arrivé aussi à la dernière époque. Pas de ma vie, bien sûr, parce que j'en ai encore plein devant moi, mais enfin celle qui est la plus près de moi. C'était donc Sim à propos de son roman Pour l'humour de Dieu qu'il vient de publier chez Flammarion. Le sport, 18e étape du Tour d'Italie, gagnée au sprint par l'Italien Paolo Rossola, pas de changement au classement. Football, le Danemark a battu l'Union soviétique par 4-2 en éliminatoire de la Coupe du Monde. Tennis, on connaît maintenant tous les demi-finalistes de Roland-Garros. Lendl a battu en 3-7 l'Argentin Jaite et Connors a battu ce soir le Suédois Edberg en 3-7, 6-4, 6-3, 7-6. Lendl, Connors, McEnroe et Wilander, voilà donc le quartet des demi-finales. Quartet également ce soir à Sterrebeek dans le prix Amélie. Tous les chevaux ont pris le départ. Sont arrivés dans l'ordre le 13 Uroxyle, le 15 Cire de Cortil, le 2 Soja et le 9 Radar de Ham. Les rapports pour le quartet, 90 156 francs pour 20 francs dans l'ordre, 7 513 francs dans un ordre différent. Le bonus, c'est de 40 francs. Rapport pour le tiercé, 1500